savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Bon, mais les écoute quand même, c'était indispensable. Ah, tout à fait. J'ai indiqué quelle était la gradation de la qualité des informations. Et vous avez pu voir que les écoutes téléphoniques avaient le numéro 1. Et alors, on apprend beaucoup de choses. Énormément. Ouais. Énormément. Est-ce que les médias sont écoutés, par exemple? Est-ce que les journalistes sont écoutés? Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le sujet semble obscur, mais la question est claire. Nous allons parler du secret dans l'État démocratique. Dans quelles conditions ce secret est-il légitime et dans quelles conditions est-il pervers? Les pays qui sont accablés par un régime totalitaire ne sont pas concernés, bien sûr, puisque le pouvoir y enrobe son oppression de mystère. En revanche, les démocraties sont constamment confrontées à cette interrogation. La transparence absolue n'y est pas seulement impossible, elle y serait ravageuse, tant il est vrai qu'il est impossible de gouverner derrière un verre, puisque la plupart des décisions des représentants du peuple ne peuvent pas se cristalliser sans débat confidentiel avant qu'elles ne soient proposées à l'appréciation des citoyens. Dans le champ des relations internationales, on n'imagine pas que la diplomatie ou l'action guerrière soit systématiquement privée de la protection du secret. Mais ce même secret peut servir aussi à couvrir des turpitudes, des sottises ou des lâchetés. Et la frontière est poreuse entre des comportements où le secret d'État est légitime et des actions clandestines qui, quand elles émergent plus tard au grand jour, paraissent radicalement incompatibles avec les principes de la démocratie. Mon invité, Sébastien-Yves Laurent, professeur à l'université de Bordeaux, propose sur ce thème dans un beau livre une réflexion de politiste, d'historien et de juriste. Fonds secrets, écoutes illicites, police parallèle, exécutions extrajudiciaires, procédés diplomatiques inavouables, tel est le champ souvent sulfureux que nous allons explorer, en le distinguant soigneusement des légitimes silences provisoires. Nous le ferons en nous centrant sur la France des 2 derniers siècles, mais sans nous interdire des rapprochements avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis d'Amérique. Pour affronter ce rude défi posé à la démocratie, le recul, comme toujours, n'est pas seulement précieux, il est indispensable. Et d'abord, le général de Gaulle, dans une conférence de presse du 21 février 1966, à propos de l'affaire Ben Barka, ce leader de l'opposition marocaine qui avait été enlevé par le gouvernement de Rabat avec le concours de fonctionnaires de police français et ensuite tué dans des conditions restées mystérieuses. Bon, Philippe Vianney, Nouvel Observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Ben Barka, informations que la presse a dû tenter seule de reconstituer? Si cette affaire revêt, quant au rapport franco-marocain, un caractère de gravité, si, en ce qui concerne les culpabilités françaises, elle n'a qu'un caractère vulgaire et subalterne, on a vu se déchaîner à cette occasion de frénétiques offensives tendant à meuter l'opinion contre les pouvoirs publics. Qui ne sait en effet que pendant la guerre, pour lutter contre l'ennemi, pour noyauter et pénétrer ses auxiliaires, la résistance a utilisé des groupes spécialisés. Qui ne sait que plus tard, pour s'informer de ce que tramaient les organisations subversives en Algérie et dans la métropole, le service d'ordre a utilisé des éléments clandestins. Qui ne sait que les hommes qui ont fait partie de cela
On éprouve quelquefois quelque nostalgie quant à leur action passée. Aussi, tous les résidus actuellement irréconciliables de nos déchirements successifs ont-ils profité de ce que tels et tels individus avaient été complices de l'enlèvement pour agiter le spectre des polices soi-disant parallèles, autrement dit des réseaux. Et il faut bien convenir que les affabulations des uns et des autres a trouvé une résonance assez facile dans un public qui se trouve mis en état de réceptivité par quelques 50 ans de romans et de films policiers. Et c'est pourquoi, hélas, une grande partie de la presse, travaillée par le ferment de l'opposition politique, attirée par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor que créent l'évocation des mystérieuses barbouzes, et professionnellement porté à tirer profit, c'est bien le cas de le dire, de l'inclination de beaucoup de lecteurs pour des histoires qui rappelleraient celles du Gorille ou de James Bond ou de l'inspecteur Leclerc, etc. Une grande partie de la presse s'est lancée sans ménager rien dans l'exploitation de l'affaire. Sébastien-Yves Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. Vous soupçonnez aisément pourquoi j'ai choisi cet extrait, parce que on y trouve à la fois la dénonciation de mythologie concernant des actions secrètes et en même temps le fait que De Gaulle reconnaît qu'il y a des éléments clandestins, des résidus des déchirements successifs qui sont au travail. Et puis en même temps, il réfléchit aussi à la réceptivité possible du côté des réalités ou des mythologies par le grand public. Oui, c'est une archive tout à fait exceptionnelle parce qu'en effet, il met les rigueurs de son côté à la fin avec le talent de ses grandes conférences de presse. Mais dans la première partie de l'archive qu'on a entendue, il fait un récit, c'est le président de la République, dans un moment assez solennel, dans une crise politique, et à cette occasion, il fait le récit, assez juste du point de vue de l'historien que je suis, il fait le récit de ce que j'ai appelé dans mon livre l'État clandestin. Et c'est un moment de vérité sur ce sujet-là assez rare. D'autres de ses successeurs plus récents ont évoqué, avec un moindre souci de la vérité, cette part secrète et cette part clandestine de l'État. Vous distinguez, et je trouve que c'est très éclairant, l'État secret et l'État clandestin. L'État secret et l'État clandestin. Expliquez-nous ça. Alors en effet, je pense que ce sont deux configurations sociales dans l'État qui sont différentes. L'État secret est une composante de l'État qui a été dans le temps légalisée, qui est donc légitime et légale. Et ce que j'appelle l'État clandestin, c'est une autre composante de l'État qui est dans une zone de non-droit. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre. L'État commet des illégalités quand il existe une norme de droit. Lorsqu'il n'y a pas de norme de droit, dans une situation de ce que le doyen Carbonnier, grand juriste devant l'Éternel, a appelé le non-droit, eh bien nous sommes dans l'État clandestin. Et il y a toujours, bien sûr, une barrière entre les deux qui parfois est poreuse, mais néanmoins il est indispensable au seuil de notre conversation de distinguer ces deux aspects du sujet. Effectivement, on reviendra peut-être sur ce qualificatif de porosité, parce qu'on assiste en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, les trois volets de mon étude, de mon historia, de mon enquête, on constate qu'il y a des moments de déclandestinisation de l'État, et l'État clandestin rentre dans la légalité tout en demeurant secret. On passe donc de l'État clandestin à l'État secret légal. Et aujourd'hui, dans nos démocraties, puisque cette question de la démocratie est au cœur de mon livre, la compatibilité de la démocratie et du secret. Et de notre réflexion, bien sûr, ce matin. Exactement. Eh bien, à cet égard, on peut constater que l'État clandestin reste rare, accessoire, et qu'il est sans cesse travaillé à l'heure de la transparence par un souci de légalité. C'est une autre idée forte de votre réflexion, Sébastien-Yves Laurent, c'est que depuis environ un quart de siècle,
les choses ont évolué du fait des nouvelles technologies, du fait d'autres ressorts. On voyait Nicolas Sarkozy, par exemple, président de la République française, qui disait le 19 juillet 2008, « On est dans un monde où tout se sait, où la notion de secret d'État n'existe plus. » Et ailleurs, il disait également, « Il ne sert à rien de résister à cette transparence. Il vaut beaucoup mieux jouer le jeu de l'accès aux données publiques que de résister. Il n'y a pas de secret d'État. Ce n'est pas possible. » Voilà une affirmation qui mérite, je crois, d'être discutée. Et ce second propos est de décembre 2011, lorsqu'il inaugure le siège parisien de l'entreprise Google. Alors, c'est un moment important parce que Nicolas Sarkozy nie l'existence de secret d'État, alors que le secret d'État résiste bien. Le secret de l'État est travaillé, critiqué par la publicité, mis en cause aujourd'hui par la transparence, mais je montre qu'il résiste fortement et comme vous l'avez dit, l'univers numérique lui donne un formidable espace de clandestinisation, que l'on soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en France. Autrement dit, le secret de l'État se survit puissamment grâce aux technologies de l'information et de la communication. Mais qui servent aussi à dévoiler, sous l'effet de lanceurs d'alerte, toutes sortes d'informations qui, jadis ou naguère, seraient restées cachées. En effet, c'est un des paradoxes qui fait la richesse de l'histoire. Wikileaks, Snowden, etc. Exactement, et ces personnages, ces organisations nous ont fait connaître des secrets de l'État et parfois même des secrets d'État, dans certains cas particulièrement tragiques. On pourrait croire donc que le monde est devenu transparent, mais j'ai veillé à montrer que le secret de l'État, en tout cas dans ces 3 pays, résiste très fortement. C'est le dernier point peut-être à ce propos du général de Gaulle, lorsqu'il évoque le fait que l'opinion publique est préparée à croire à un certain nombre de ressorts cachés, à expliquer que on ne peut pas comprendre ce qui se déroule sous les yeux de tous si on ne débusque pas ce qui, en profondeur, peut expliquer ce qui survient. Le Gorille, on peut rappeler que c'était une 60aine de titres de Dominique Ponchardier, qui était un grand résistant, un gaulliste, ambassadeur d'ailleurs également, écrivain. Le nom de plume était Dominique Belphégor. Belphégor, c'est intéressant, c'est une émission qui a eu un immense succès, une émission de Claude Barma en 1965. On peut rappeler que le général de Gaulle est le seul, et en tout cas le dernier président de la République, comme il ne dînait pas en ville, à avoir régulièrement regardé la télévision. Belphégor, c'est un personnage mystérieux qui en fait était interprété par Juliette Gréco. Et puis l'inspecteur Leclerc, c'est une série d'émissions policières qui a été diffusée en 62-63. C'est un point très important de ce que dit le général de Gaulle dans la deuxième partie de sa conférence de presse, parce que c'est un vrai problème pour l'historien, le juriste ou le politiste que d'étudier le secret. Un auteur allemand sur lequel je me suis beaucoup appuyé, Georg Simmel, qui écrivait au début du XXe siècle, a fait une espèce de phénoménologie du secret extrêmement puissante, et il dit très bien que le secret suscite d'emblée un charme. Et il faut se défier de ce charme, et c'est une première opération intellectuelle, on pourrait même dire cognitive, qu'il faut faire, et qui est très délicate parce que le secret suscite un attrait et un biais d'emblée. Et j'évoque dans le livre les différents biais auxquels on doit essayer de se soustraire pour étudier ce phénomène très important qu'est le secret dans l'État. Nous allons considérer un certain nombre de domaines où notre réflexion va naturellement se déployer. Et nous allons commencer par les fonds secrets, qu'officiellement on appelle les fonds spéciaux, et qui sont entourés évidemment de beaucoup de légendes et qui méritent par conséquent d'être scrutés. Sébastien-Yves Laurent. Ces fonds secrets, en fait, remontent à la période monarchique, et je fais toute une généalogie dans les 3 pays de ces fonds secrets depuis les ordonnances et acquis de comptant qui se mettent en place au XVIIe siècle, qui permettaient finalement au roi de France d'utiliser de façon discrétionnaire en un temps où d'ailleurs ce qui relevait du domaine de l'État et du domaine personnel du roi n'était pas très clair, mais il y a toute une tradition monarchique de ces dépenses secrètes. C'est la même chose au Royaume-Uni. Et finalement, la forme moderne des finances publiques apparaît au début du XIXe siècle, sous la Restauration en France, dérivée du modèle britannique, et c'est à partir de ce moment-là que l'on crée dans les 2 pays des catégories qui sont spécifiquement dévolues à des usages non publics de l'argent public. Ce n'est pas l'existence de ces fonds qui est inconnue, mais c'est leur usage. Exactement. Alors, parlons de la Troisième République, pour se rapprocher de la France. Comme tous les régimes antérieurs, elle prévoit dans le budget
des sommes qui sont d'ailleurs, par rapport à l'ensemble, assez limitées, il faut le dire, parce qu'il y a des légendes autour, mais qui existent et qui sont à disposition librement des dirigeants, président du Conseil, ministre de l'Intérieur. Oui, ces sommes sont dérisoires et on observe le phénomène automatique avec le secret, c'est qu'on a l'impression que ces dépenses secrètes sont disproportionnées. Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, a créé un article fonds secrets, et Flaubert dit, à peu de choses près, somme astronomique, s'indigner contre. Effectivement, on s'est indigné contre, mais ces sommes n'étaient pas astronomiques. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'emploi de ces sommes a été justifié tout au long de la Troisième République par les différentes majorités qui se sont succédées au pouvoir comme une sorte de mal nécessaire. Et les oppositions républicaines ne s'y opposent pas en principe. Elles critiquent les usages politique de cet argent, mais ne s'oppose pas au principe. Autrement dit, la coutume a imposé les dépenses secrètes dans les fonctionnements du gouvernement républicain. On possède de multiples témoignages qui se recoupent tout au long de la Troisième et même de la Quatrième République, et même dans les premières années de la Cinquième République, qui montrent que ce rapport à ces dépenses secrètes, à ce qu'on a appelé après 46 les fonds spéciaux, relève de ces techniques quotidiennes qui permettent de faire fonctionner la politique républicaine. Ils servent souvent, on l'ignore, à des usages tout à fait anodins, ou en tout cas qui ne portent pas à conséquence, ne serait-ce que pour lubrifier un peu les raideurs de l'administration. C'est ce qu'explique Michel Rocard dans un moment de clarté, en s'exprimant à la télévision à 13h dans le journal de France 2, au micro d'Alix Bouillaguet, le 14 novembre 2001. Voilà l'usage qu'il a fait des fonds secrets quand il était au gouvernement entre 1988 et 1991. 2 ministres de mon gouvernement venaient du secteur privé. Personne n'osera plus dire qu'il faut que les gouvernements soient uniquement composés de fonctionnaires détachés de leurs administrations centrales. Tout le monde sait qu'il faut des gens du privé. Simplement, dans le cas des 2 personnes dont il s'agit, la diminution de revenus était de 60%. C'est-à-dire qu'il ne serait jamais venu si je n'avais pas pu fournir sur fonds spéciaux une certaine compensation. Même un Premier ministre, ça n'a pas un traitement à se payer un costume impeccable tous les mois. J'ai dû m'acheter 2 ou 3 costumes sur les fonds spéciaux. Les instructions du secrétaire général du gouvernement, c'était que les fonds spéciaux étaient là pour ça. Ils étaient là pour ça, mais ils étaient aussi là pour d'autres usages, en particulier aussi longtemps que la République n'a pas considéré que la politique et les campagnes électorales en particulier coûtaient de l'argent et qu'on vivait dans l'hypocrisie. Aussi longtemps que cela a duré, les fonds secrets ont servi à abonder les caisses des formations politiques. Serge Bernstein, dans son histoire du Parti radical, montre que quand le Parti radical est au pouvoir, le parti est évidemment plus riche. Et il fallait, pour supprimer les fonds secrets, qu'on admette que la démocratie a un coût et que par conséquent, il fallait sur argent public permettre aux partis et aux élections de se faire. Les fonds secrets étaient en concurrence avec les fonds du patronat. Et après tout, ils étaient peut-être d'origine moins préoccupante quant à l'influence possible de cet argent. Effectivement, et c'est une pratique qui monte en fait aux premières élections à l'époque du suffrage censitaire, sous la Restauration. Les toutes premières dépenses secrètes entre les mains du ministre de l'Intérieur servent à faire, selon la formule, de bonnes élections. C'est-à-dire que les candidats gouvernementaux soient élus. Et effectivement, il y a ces 2 sources de financement jusqu'à ce que, en 1990, et la boucle est bouclée avec la parole de Michel Rocard que nous venons d'entendre, jusqu'à ce que les premières réformes fondamentales de la vie politique soient réalisées avec l'instauration d'un financement public de la vie politique pour rompre avec le financement privé que vous évoquiez, ce qui a été une grande étape dans le début de la réforme profonde des fonds secrets. Les fonds secrets servaient aussi à subventionner les journaux. Quand Léon Blum arrive au pouvoir en 1936, il découvre avec quelque effroi qu'au ministère des Affaires étrangères, les journalistes dits diplomatiques venaient chaque mois toucher leur petite prébande. Oui, c'est assez terrible. Le paysage de la presse sous la Troisième République est une presse très vénale, souvent achetée par des intérêts étrangers, par la Russie dès la fin du XIXe siècle. C'est intéressant de le rappeler par les temps qui courent. Nous sommes en mars 2024. L'Italie dans les années 30, etc.
vendu donc à des intérêts étrangers, mais aussi à des intérêts nationaux, privés. Et vous évoquiez Léon Blum, horrifié par cela. Léon Blum n'est pas horrifié, en 1936, de demander à son chef des services spéciaux, le colonel Rivet, de prévoir sur les dépenses secrètes des services de renseignement, d'en dévier une partie pour créer une petite caisse noire. C'est issu d'une archive que j'ai retrouvée dans les archives privées du colonel Rivet, qui est tout à fait intéressant. Et en chaque occurrence, chaque fois qu'une nouvelle majorité arrivait au Parlement, on relançait la question. Elle a émergé avec une grande vigueur, non sans conséquences immédiates, en l'an 2001, lorsque, un 14 juillet, Jacques Chirac ayant violemment attaqué Lionel Jospin sur la question des fonds secrets, on a abouti à une réforme sur un rapport dû à Logereau, qui était le premier président de la Cour des comptes. Écoutez cette archive qui remonte donc à cette époque. Lionel Jospin a rendu publique la répartition des fonds secrets pour l'année 2001. Il faut préciser que samedi, Jacques Chirac avait déclaré que le Premier ministre disposait de sommes considérables en liquide, utilisables sans aucun contrôle. Jean-François Killy. Lionel Jospin a voulu répliquer par écrit pour lever toute ambiguïté. D'où ce communiqué publié ce matin, 2 pages de chiffres. 393 millions de francs, dont 234 pour les services secrets, 24 pour l'Élysée, 133 pour Matignon. Les services du Premier ministre précisent 24 millions pour rémunérer personnel et membres de cabinet, 52 attribués à l'ensemble des ministères. Ces 2 dernières sommes versées en liquide, soit 20% seulement des fonds spéciaux. Le communiqué ajoute le solde du gouvernement depuis 1997 est de 102 millions de francs. Ils seront reversés au budget de l'État à la fin de la législature. Lionel Jospin a donc décidé de riposter sans s'impliquer directement. Ce sont ses ministres qui ont cogné à sa place après les déclarations de Jacques Chirac. Et ce sont ses services qui sortent des documents chiffrés clés en main, histoire de dire « Moi, je suis précis et transparent, je le fais savoir, mais je ne descendrai pas dans l'arène. » Naturellement, on préserve les fonds spéciaux réservés aux services secrets. Bien évidemment, la réforme de Lionel Jospin et François Logereau de 2001 est cruciale. À partir de 2001 et jusqu'à ce jour, les fonds secrets ou les fonds spéciaux sont dévolus uniquement aux services de renseignement, ceux qui sont qualifiés comme tels, comme un budget annexe dont le détail ne peut être connu pour différentes formes de financement. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais effectivement, les choses changent à cet égard. Comment est-ce que ça se passe par comparaison en Grande-Bretagne et aux États-Unis ? Eh bien, dans la comparaison, la France peut s'inquiéter parce que sur l'ensemble de la durée que j'ai étudiée, ce qui est très notable, c'est qu'en France, il y a eu un usage politique pendant 2 siècles, nous venons d'en parler, de ces fonds spéciaux. Ce n'est pas du tout le cas en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où les dépenses spéciales, les fonds secrets, quelles que soient les appellations, financent soit les affaires étrangères, soit les services de renseignement, et ceci de façon précoce, dès le début du 19e siècle, sous Washington, sous Peel en Grande-Bretagne. Et il n'y a jamais eu d'usage politique de ces fonds spéciaux. Ceci peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a un financement privé de la vie politique dans ces 2 pays. C'est important de le dire si on regarde les États-Unis pour être équanime, car il y a une avalanche qui nous apparaît folle, en fait, d'argent privé dans les élections. Mais ceci nous conduirait un peu loin. Et je voudrais maintenant que nous allions vers un autre aspect de cet état secret ou clandestin que nous évoquons ce matin. Sébastien-Yves Laurence, c'est la question des écoutes téléphoniques qui a été toujours aussi au centre de débats bien légitimes en démocratie. Alors la question des écoutes est importante parce qu'elle montre que les services de renseignement ont toujours suivi de très près toutes les évolutions technologiques. Depuis les moyens de communication qu'étaient au début du XIXe siècle le télégraphe optique jusqu'aux moyens cyber et numériques aujourd'hui. Et le téléphone qui apparaît aux États-Unis dans les années 1870 est un outil de communication entre les personnes qui va faire l'objet de toutes les attentions des services de renseignement et des diverses polices. Et cela a continué très très longtemps. Dans les archives, par exemple, de la guerre de 14, on trouve beaucoup de transcriptions de conversations privées, y compris d'hommes publics. On s'écoutait beaucoup parmi le personnel politique, c'est vrai encore jusque sous la Ve République. Et d'ailleurs, sous la 4e, on voit dans les mémoires, dans le journal passionnant de Vincent Auriol, le premier président de la 4e République, toutes sortes de témoignages sur ces écoutes. Ça lui paraît tout à fait normal
Et au point d'ailleurs que lui-même procède à des écoutes qui méritent d'être évoquées, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est assez extraordinaire. On possède le journal de Vincent Auriol, et Vincent Auriol enregistrait les différentes personnes qu'il recevait dans son bureau, à commencer par les ministres et parfois le président du Conseil. J'ai vu le meuble où il avait fait découper la place de magnétophone qui a resservi ensuite. Et évidemment, quand tout cela est sorti, ça a stupéfait les ministres qui étaient venus lui rendre visite en confiance. Alors, il n'est pas le seul à avoir pratiqué cela. Des alter ego aux États-Unis, comme Johnson, Nixon, bien sûr, les fameux Nixon tapes. Ça a été essentiel dans l'affaire. Ça a été essentiel dans l'affaire du Watergate. Enregistraient leurs conseillers, leurs partenaires, les personnes qu'ils recevaient, et ce qui a constitué des archives sonores politiques totalement secrètes. Et d'ailleurs, j'ai un peu enquêté là-dessus, je me suis aperçu que le directeur de la CIA, Bill Colby, à la même époque sous Nixon, faisait exactement la même chose. Et même Maurice Grimaud, à l'époque de mai 68, vous l'avez découvert, vous l'avez effectivement, finalement, ces écoutes, qu'elles soient des écoutes pratiquées sur le téléphone ou qu'elles soient par ce qu'on appelait à l'époque des microphones, relevaient des techniques habituelles, des techniques politiques, un peu comme finalement les dépenses secrètes qui étaient devenues un mal nécessaire, et finalement les parlementaires, les ministres s'offusquaient aussi peu des dépenses secrètes que des écoutes. Mais ces écoutes privées sont à distinguer de celles qui sont dérobées au téléphone ou sur Internet désormais. Effectivement. Au fond, la question n'est pas tellement qu'elles existent, que de considérer le moment où éventuellement elles sont divulguées d'une façon qui est malvenue. Effectivement, c'est tout à fait différent parce que finalement, les écoutes pratiquées dans un bureau ne tombent pas d'ailleurs sous le coup de la protection juridique forte qui est attribuée aux échanges par des moyens de communication. De toute façon, ces pratiques d'écoute que l'on retrouve aux États-Unis, cette fois-ci, que l'on retrouve en Grande-Bretagne, et notamment les écoutes de syndicalistes, les écoutes politiques, elles sont très largement existantes dans ces deux pays. La seule différence, c'est que en France, on peut voir des ministres de l'Intérieur, des parlementaires assumer dans les débats parlementaires l'existence des écoutes, alors que aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est un scandale moral absolu lorsque elles sont connues du public. C'est une question d'ailleurs qu'on voit ressurgir au Parlement régulièrement, c'est un élément de la controverse. Écoutez donc cette archive où s'exprime Michel Poniatowski, qui a été ministre de l'Intérieur sous Giscard d'Estaing, et qui dialogue au Parlement avec un certain François Mitterrand. Nous sommes le 11 juin 1975. Je vous demande de bien vouloir nous informer sur l'activité du centre d'écoute de Boulay-les-Trous, au nom particulier, dans le département de l'Essonne. Depuis la nomination du Premier ministre et de moi-même, aucune écoute politique de journalistes ou de syndicalistes n'est intervenue. Et je vous dirais que j'y veille personnellement, puisque je signe ces décisions sous ma responsabilité, avec les risques politiques que cela comporte. Vous avez évoqué le problème de Boulay-les-Trous. En réalité, c'est le centre de détection radioélectrique du ministère de l'Intérieur qui existe depuis 1950, qui était établi à Noisy-le-Grand, qui y était lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, monsieur le député, et qui a pour mission d'écouter les centrales radio étrangères et de détecter les émetteurs clandestins qui émettent sur le territoire français. Pour terminer, monsieur le député, je me référerai à un de vos propres ouvrages qui souligne l'épreuve que vous avez subie dans ce domaine. Parce que dans ma part de vérité, à la page 33, je lis « Nous avons été, mes amis et moi, Mendes France et Defferre, l'objet des pires suspicions et nos conversations téléphoniques étaient systématiquement écoutées. C'était du temps où le président du Conseil s'appelait Guy Mollet. » Voilà un coup d'estoc, évidemment. D'ailleurs, François Mitterrand lui-même a parlé de cette nouvelle forme de délinquance dont nous nous rendions coupables.
À l'époque où il était ministre sous la 4e. Effectivement. Et la question des écoutes téléphoniques, comme ce que j'appelle dans le livre une technique politique, revient très fréquemment dans les interventions publiques au Parlement de François Mitterrand ou dans les éditoriaux de l'Unité socialiste dans les années 70. Et dans les années 70, il évoque le fait qu'il a été l'objet, lui, d'écoutes par micro dans son appartement de la rue de Bièvre. Il en fait le récit dans 2 longs éditos avec beaucoup d'ironie et qui lui permet de remettre sur la table la question lancinante des écoutes. Toutes ces années 60 et 70 voient l'évocation de toutes les techniques politiques tortueuses des gaullistes et des post-gaullistes, que ce soit les dépenses secrètes, que ce soit les écoutes ou les polices parallèles. À les écouter d'ailleurs, chaque fois qu'ils sont au pouvoir, on croit comprendre, les écoutes existaient, mais on les a supprimées. On ne cesse pas de les supprimer en somme. C'est exactement ça, c'est un discours rémanent, c'est assez étonnant. Et dans le même temps, l'indignation, on l'a vu dans l'archive qu'on a entendue, donne lieu à une forme de rituel. Tout ça est finalement presque préparé. On sait les arguments qui vont être évoqués de part et d'autre. C'est très éclairant sur ce qu'étaient les pratiques politiques de la majorité et de l'opposition sur plusieurs décennies. Ce qui étaient des pratiques qui n'existaient pas dans d'autres démocraties comme les États-Unis et la Grande-Bretagne. Vous êtes sûr que la petite presse d'égout n'a jamais pu pénétrer dans la vie intime des acteurs en Angleterre? Vous paraissez assez optimiste. Oui, c'est-à-dire que les tabloïds aient pris des photos volées, ce sont des pratiques très anciennes, mais l'usage par le gouvernement de l'écoute des opposants politiques et des syndicalistes, qui est une technique quotidienne de gouvernement, c'est un point très important en France sous la 3e et jusqu'à la 5e République, n'existe pas en Grande-Bretagne. Et les quelques scandales d'écoute rendus publics ont eu de tels effets sur les majorités qui les ont pratiqués que l'État a veillé, le Cabinet Office a veillé à ce qu'il n'y ait pas, sur le modèle français si souvent évoqué et décrié, de telles pratiques. Je voudrais maintenant vous faire entendre une archive qui rapporte les propos de Jean-Émile Vier. Intéressant parce qu'il était directeur des renseignements généraux de 1955 à 1961, les renseignements généraux qui ensuite ont été fondus en 2008 pour donner des CRI et ensuite celle-ci étant devenue la DGSI, c'est bien ça? C'est exactement ça, et il faut être un entomologiste pour suivre les réformes policières, et notamment les réformes des services de renseignement. Je salue l'entomologiste. Je vous remercie, parce que c'est beaucoup plus simple quand vous travaillez sur ces sujets aux États-Unis et en Grande-Bretagne, où les services n'ont jamais changé de dénomination depuis leur création. Enfin, le FBI date de 1935, oui, et la CIA de 47, mais c'est une nouvelle mouture de l'OSS. Je me permets de vous contredire légèrement sur ce point. Effectivement, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, création de l'OSS qui disparaît en 1945 au profit, en 1947-49, de la CIA. Mais les services français ont changé d'appellation depuis la même époque, plusieurs fois, ce qui n'est pas le cas des États-Unis ni du Royaume-Uni, où depuis 1909, l'Intelligence Service est l'Intelligence Service. Le SDEC est devenu la DGSE en 1982, pour que nous nous retrouvions parmi ce que vous appelez le maquis, effectivement, de ces... Mais c'est assez simplifié, en fait. Alors, je vais vous faire entendre le propos de Jean-Émile Vier, c'était le temps des RG, dont il était le directeur, de 1955 à 1961, à cheval sur la 4e et la 5e République, et qui s'exprime dans Interactualité, au micro de Roger Giquel, en décembre 1988. Alors, des fonctionnaires comme les autres, d'accord, mais vous nous révélez que sous votre direction, vous avez recommandé à vos services de faire de l'entrisme. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez infiltré des groupes sensibles, des communistes à l'extrême droite, en passant par la franc-maçonnerie. Tout à fait. À quoi ça a-t-il servi ? Ah ben écoutez, le seul moyen de savoir ce qui se passe dans un groupe que l'on veut surveiller, c'est d'être à l'intérieur. Il est beaucoup plus facile d'observer de l'intérieur que de l'extérieur. Et comme je l'ai expliqué, il s'agit de faire de l'entrisme chez tous les groupes qui ont une influence sur la vie politique. Alors en ce qui concerne les groupes d'extrême droite qui animent actuellement le terrorisme, ou des groupes d'extrême gauche, voire même de certains partis politiques, et qui ont pour objectif de renverser la forme du gouvernement comme le Parti communiste, il est tout à fait naturel que le gouvernement en place ait besoin d'être informé sur leurs activités. Et les syndicats sont-ils infiltrés actuellement dans les conflits sociaux là? Le gouvernement est informé de ce qui se passe dans les syndicats? Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est à l'heure actuelle, puisque ce n'est plus ma responsabilité, mais je peux vous dire que c'était tout à fait le cas à mon époque, et que le gouvernement a toujours été prévenu en temps utile des mouvements sociaux. France Culture, Concordance des temps,
Jean-Noël Jeannet. Alors, il est assez savoureux d'entendre le préfet Émile Vier, ancien directeur des renseignements généraux, reprendre le terme d'entrisme qui relève du vocabulaire de l'extrême gauche. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de bien comprendre que les gouvernements dans la République ont toujours assumé l'existence d'une police de l'opinion politique qu'étaient les renseignements généraux. Ce qui est inimaginable aux États-Unis, ce qui est inimaginable en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, l'existence des renseignements généraux sert dans la théorie policière britannique à montrer ce qu'il ne faut absolument pas faire. Finalement, les renseignements généraux, cette police de l'opinion politique, c'est une police qui n'est pas acceptable dans une démocratie libérale, sauf en France, où elle a été assumée jusqu'à sa disparition, comme vous l'évoquiez, au moment de la création de la DCRI en 2008. Le préfet de police Andrieux, au début de la Troisième République, le père naturel de Aragon, raconte la manière dont il a pénétré les petites organisations anarchistes d'opposition, notamment Louise Michel et les siens. Et il écrit dans son épître aux communistes qu'il se comporte comme Jésus disant à ses disciples « Rappelez-vous que chaque fois que vous serez 3 réunis, je serai au milieu de vous ». Vieux aurait pu dire ça ? Oui, et ce qui est aussi important, c'est qu'à l'époque d'Andrieux, la préfecture de police collabore très activement avec la police politique tsariste qui a une agence dans Paris. Et pendant une vingtaine d'années, l'Okhrana a fait absolument ce qu'elle voulait, pourchassant les terroristes, les nihilistes qui en voulaient à la famille Romanov. Le sac, le fameux sac qu'évoquait indirectement en fait le général de Gaulle dans le propos que nous avons donné en commençant, nous sommes conduits vers le sac et vers la question des polices parallèles. On voit que dès après la libération, le grand universitaire germaniste Pierre Berthaud, qui s'était trouvé responsable de la police, expliquait qu'il avait monté très discrètement, je le cite, une sous-section des renseignements généraux qui ne paraît nulle part et qui serait étanche par rapport au reste, avec une liste de gens à surveiller et à neutraliser. Voilà qui nous conduit déjà assez loin. C'est un point très important parce que j'ai retrouvé là la trace que peut prendre parfois l'État clandestin. C'est-à-dire que par prudence, il a renforcé un cloisonnement extrêmement fort afin de pouvoir confier à des fonctionnaires de police anticommunistes une surveillance spécifique sur les communistes qui auraient pu passer à l'action en cas de menace de coup d'État. Et ça, c'est une forme de clandestinisation des organisations de l'État qui a été d'une relative courte durée. Quelle place faut-il donc faire aux polices parallèles ? Un mot sur le SAC, le service d'action civique, qui a compté dans notre histoire de façon assez souvent sulfureuse, n'est-ce pas ? Effectivement, alors il y a à la fois une déformation de la réalité, mais comme vous venez de le dire, il y a une réalité. Et ce service d'action civique qui est finalement un prolongement de ce qu'a été le service d'ordre du Rassemblement du peuple français fondé par le général de Gaulle en 1947, ce service d'action civique a joué un rôle très important, se constituant comme une véritable police parallèle qu'évoque le général de Gaulle en 1966, que nous avons entendu au début de l'émission, et qui joue un rôle extrêmement important, parce que des cadres du SAC vont servir de ces polices parallèles qui vont lutter en Algérie et en France contre l'OAS. Donc c'est une organisation contre-terroriste qui n'hésite pas à pratiquer des assassinats et des attentats. Dans le même temps, le général de Gaulle, dès 1961, donne instruction pour que l'on réduise ces groupes. Il écrit à Michel Debré, Premier ministre, « Je n'admets pas que des éléments para-officiels accomplissent, comme c'est le cas, des actes dits anti-OAS, comportant, comme ceux de l'OAS, des attentats, des explosions, meurtres, etc. J'exige qu'il soit mis fin, sans aucun délai, à ces procédés qui déconsidéreraient l'autorité, l'État et moi-même. » Est-ce qu'il ne savait pas que les choses ne pouvaient pas, dans ce climat de la guerre d'Algérie, aboutir à cette extrémité de probité? C'est effectivement parfaitement cela. J'ai retrouvé dans les archives Debré plusieurs témoignages qui montrent que Michel Debré était parfaitement au courant de cette clandestinisation. Ce courrier assez direct du général de Gaulle met un terme aux pratiques, mais Michel Debré a assumé, dans la circonstance exceptionnelle de la guerre dite d'Algérie, une clandestinisation provisoire de l'État qui dépasse le seul domaine des fonds secrets ou des écoutes que nous avons employées, car il s'agissait là d'accepter une clandestinisation d'individus qui vont commettre des crimes de sang. Et c'est là qu'on en arrive à la grande question des exécutions extrajudiciaires et de la torture. Et là, on est vraiment dans l'état clandestin
Sébastien Yves Laurent, il faut par conséquent tâcher de jeter un trait de lumière sur ces pratiques et sur ce qu'elles signifient en démocratie. Oui, c'est exactement comme ça que la question doit être posée, à mon avis, parce que finalement, dans la question entre secret et démocratie, si on en reste sur le domaine de la théorie et du droit, eh bien, le sujet nous échappe. J'ai donc voulu regarder très concrètement l'incarnation sur les corps de ce secret de l'État qui était parfois une clandestinisation de l'État. Et en effet, ce domaine de la torture qui a été pratiqué par le Royaume-Uni dans la lutte contre les nationalistes kényans, dans la lutte contre les nationalistes irlandais jusqu'à des décennies relativement récentes, c'est très documenté aujourd'hui, mais aussi par les États-Unis dans la guerre du Vietnam ou plus récemment lors de la guerre dite contre le terrorisme où nous avons eu connaissance de pratiques assez étendues de torture déléguées à d'autres pays, mais aussi de torture réelle pratiquée par des fonctionnaires des États-Unis. Et puis il y a bien sûr le cas de la France dans cette circonstance très particulière de la guerre d'Algérie. Et on voit rétrospectivement un certain nombre d'explications souvent embarrassées, par exemple celle du général Massu, qui, vous allez le voir, tout en reconnaissant la torture, en rejette la responsabilité aux autorités civiles. Non d'ailleurs sans quelques motivations, même si certains hauts fonctionnaires, comme Paul Tedjen, le frère du grand résistant, s'était opposé par une démission assez pratique. Écoutons le général Massu qui s'exprime longtemps après, en février 1985. A eu lieu en 1957 cette bataille d'Alger dans laquelle ma division a été lancée par les autorités civiles. Nous n'avions pas été préparés à cette action et chacun de mes régiments s'est employé de son mieux à découvrir les poseurs de bombes. Alors dans le cas du premier rep, les réussites ont été obtenues, comme par les autres régiments d'ailleurs, à coup d'interrogatoire. On ne pouvait pas faire autrement. Dans les interrogatoires, il avait été mis en place par les autorités civiles des policiers d'Alger dont c'était le métier, qui avaient même revêtu la tenue de parachutiste. Bon, alors que ces gars-là, quelquefois, étaient un peu forts, c'est possible, mais c'était sur les ordres exprès des autorités civiles qui venaient de Paris et qui allaient se balader dans les régiments, d'ailleurs même sans que je sois présent, et qui donnaient des consignes de fermeté dans ce domaine. Oui. Le secrétaire général de la préfecture de police de l'époque à Alger s'était plaint tout de même. Oui, je sais, M. Paul Tedjen s'était plaint, je sais, oui. Il s'était plaint, mais qu'est-ce que vous voulez, M. Lacoste, lui, d'une part, et puis M. Borges Mounoui, M. Max Lejeune sont des gens qui ont poussé beaucoup à une action efficace. Ce que vous appelez action efficace incluait le recours à la GIGN. Oui, c'est ça, oui. Enfin, il y a façon et façon de l'administrer. On peut ne pas être trop méchant, on peut faire peur surtout avec ça. Je dois vous dire que mes meilleurs officiers de renseignement n'ont jamais employé la torture. C'est là qu'on est conduit vers la question également centrale par rapport à cette réflexion sur l'État clandestin, celle des exécutions extrajudiciaires qu'autorise le chef de l'État. On a été mieux renseigné sur ce point par le fait que François Hollande a révélé dans des entretiens avec Davet et L'Homme, deux journalistes qui ont publié le livre qui a été assez retentissant. Un président ne devrait pas dire ça. Il a expliqué qu'il avait autorisé des exécutions de ce type. D'autres l'ont fait, évidemment, auparavant. On est dans la ligne de ce qu'on a commencé d'appeler à partir des années 80 le rôle des services secrets, qui est non seulement d'observer, mais aussi d'entraver l'action des adversaires. Oui, c'est là que l'on peut faire, à mon sens, le départ et la différence entre ce qui relève de l'État secret légal et de l'État clandestin. À partir de 1982, dans le décret qui fonde la DGSE, il est indiqué que parmi ces missions, il y a une capacité d'entrave. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans un cadre légal et il n'est plus possible de parler d'État clandestin quand l'État, en l'occurrence la DGSE, mène des actions comme les actions d'exécution extrajudiciaire qui relèvent de l'entrave. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, un président de la République en exercice évoque ce fait. Donc, les exécutions extrajudiciaires étaient sorties en France en 82 du périmètre de l'État clandestin pour intégrer l'État secret légal. En revanche, personne n'en parlait jamais. Et il est sans précédent qu'en 2016, cet ouvrage est paru parce que aucun président de la République, le chef du gouvernement de Sa Majesté, ne les a jamais évoqués avec une telle abondance. Même quand James Bond, on parlait de Gaulle, avait le permis de tuer.
Alors ça, c'est ce que Ian Fleming, le créateur, le père de James Bond, lui-même passé par les services de renseignement, avait inventé, ce qui est bien sûr une fantasmagorie. Et c'est pareil aux États-Unis, où jamais le président des États-Unis n'invoquait ces pratiques. En France, lorsqu'en 1986, Christine Ockrent interroge Alexandre de Marange, qui a dirigé le SDEC de 70 à 81, sur ces assassinats décidés par le renseignement extérieur français ou par les pouvoirs politiques, il répond « C'est une question à laquelle, bien entendu, je ne peux pas répondre, parce que si je vous réponds oui, c'est abominable, et si je vous réponds non, de toute façon, on ne me croira pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en aucun cas, un patron des services secrets ne devrait prendre la décision d'une action de ce genre sans l'accord, en tout cas tacite, du chef de l'État. » Ça illustre merveilleusement cette maxime qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. On a trouvé beaucoup d'auteurs à cette maxime. Et la déclaration d'Alexandre de Marange, qui avait dirigé les services de renseignement français pendant la décennie des années 70, c'est la première fois qu'un chef du service de renseignement extérieur français évoque ses capacités d'exécution extrajudiciaire. Cela avait choqué d'ailleurs un certain nombre de hautes personnalités du monde politique. Effectivement. Et même quelques journalistes. Et lorsque François Hollande confie assez en détail et montre des documents confidentiels, des documents classifiés aux journalistes, il y a eu dans les entourages de l'État et dans la communauté de sécurité française une très grande inquiétude. Toujours la question de la frontière. En démocratie, ce qu'il est légitime de savoir et ce qui n'est pas légitime de savoir. Je voudrais que nous quittions cette question des actions clandestines en rappelant un moment qui avait beaucoup frappé. On est encore dans le climat de la fin de la guerre d'Algérie, après les accords d'Évian, lorsqu'Antoine Argout, qui était un officier supérieur, qui était un des personnages majeurs de l'OAS, et qui s'était réfugié en Allemagne, a été enlevé en Allemagne. Ça a d'ailleurs provoqué à Bonn des réactions assez indignées. Antoine Argout est enlevé et la police française le retrouve tout étonné, entravé quelque part entre Notre-Dame et la préfecture de police. Écoutez son témoignage. J'ai sauvé des centaines de vies humaines en torturant, dans une certaine mesure, un gars du FLN que j'avais pris et éventuellement le fusillant après. Et j'estime que moi je n'ai pas aucun espèce de remords avec ma conscience. C'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Parfaitement, c'est la guerre. Il y a cette date, Antoine Argout, qui est importante. C'est le 25 février 1963. Vous venez de Rome, vous arrivez à Munich. C'est l'enlèvement. Vous pensez au départ que ce sont des policiers allemands, quoi que vous vous doutez un peu. Qui a donné l'ordre de vous enlever? C'est le général de Gaulle. Écoutez, moi je vous fais un raisonnement à contrario. Est-ce que vous connaissez, parmi les collaborateurs du général de Gaulle, un homme assez courageux pour prendre une initiative pareille sans en référer à son chef? C'est-à-dire que le général de Gaulle risque de recevoir le lendemain matin un coup de téléphone de son compère, M. Adenauer, qui lui dise « Comment, Charles, vous procédez à des enlèvements sur la République fédérale allemande et vous ne m'avez pas prévenu ?» Enfin, oui, c'est impensable. Alors je ne dis pas que c'est lui qui a eu l'initiative, je dis que lui a donné le feu vert. Et que de toute façon, aucun d'entre eux, aucun des barons comme on les appelle aujourd'hui, encore que c'est pas très aimable pour le mot baron, aucun des barons du régime ne pouvait et n'a pris cette initiative, ce n'est pas vrai. Sébastien Yves Laurent, comment réagissez-vous devant ce corps garrotté et indemne? Qui avait provoqué l'ire du général de Gaulle. Il avait écrit ensuite qu'il n'acceptait pas, selon ses propres termes, que ses officiers soient ligotés. On se trouve au moment même du procès du petit Clamart, Exactement. Qui va aboutir à la mort de Bastien Thierry. Exactement. Alors ça, c'est un point intéressant parce qu'on a là un exemple caractéristique d'une forme de clandestinisation de l'État avec un acte commis sur le territoire d'un État souverain, la République fédérale d'Allemagne. Et d'ailleurs, le gouvernement allemand va protester, envoyer des notes diplomatiques au gouvernement français, convoquer l'ambassadeur, et il y a eu 2 interpellations au Bundestag qui s'est traduite par la demande adressée aux autorités françaises de restituer le colonel Argout et de l'amener à nouveau sur le territoire allemand. Oui, parce que la police française ne pouvait évidemment pas intervenir en principe en dehors du territoire de l'Hexagone. Mais c'est dans ses mémoires que Pierre Messmer, ministre des Armées, revendique tout à fait cette décision. Il assume. Il dit « Je ne peux tolérer qu'Argout poursuive tranquillement auprès des forces françaises en Allemagne une action criminelle pour laquelle il doit être jugé.
Je m'adresse d'abord au ministre de l'Intérieur, qui me répond que ses services, DST en l'occurrence, ne sont pas compétents hors de nos frontières. Je me tourne alors vers le SDEC, dont le service Action devrait être capable de monter une opération. Mais, ajoute-t-il, le directeur général, celui du SDEC, traîne des pieds et tire argument de sa subordination au Premier ministre pour se dérober. Et finalement, Messmer met sur pied une opération clandestine sans en avertir le Premier ministre ni le Président de la République et confie à la sécurité militaire, qui est dirigée par un officier général gaulliste, la tâche d'organiser cet enlèvement. On a là un cas de clandestinisation avec une forme en apparence légale, mais la sécurité militaire, ce sont des officiers qui exercent en uniforme et pas déguisés en policiers allemands sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. Il existe depuis le 19e siècle des débats pour savoir s'il est légitime ou non d'organiser une diplomatie secrète. Les révolutionnaires ont beaucoup débattu de cela, mais il est notable que les services secrets exercent désormais une sorte de diplomatie, eux aussi. C'est ce que j'ai appelé en effet la paradiplomatie de l'État secret, c'est-à-dire le fait que les services de renseignement qui ont été créés dans leur forme moderne au XIXe siècle pour collecter de l'information fermée, eh bien, depuis quelques décennies, sont devenus des acteurs diplomatiques à part entière, même s'ils n'ont pas les prérogatives des représentants diplomatiques des États. Aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne, eh bien, on assiste au fait que les services de renseignement extérieurs mènent des coopérations, ont des fonctions de représentation. Dans quel cas en particulier, lorsqu'il n'y a pas de représentation officielle, notamment ? Alors notamment, on dialogue ou on est représenté auprès des mouvements des oppositions qui sont en dehors du champ parlementaire, où on peut même discuter avec des organisations proches, parfois d'organisations terroristes, pour assumer des contacts. Et aujourd'hui, on trouve, en France tout du moins, à la tête de la DGSE, des ambassadeurs, depuis M. Brochant jusqu'à récemment M. Bernard Rémier, qui étaient d'authentiques ambassadeurs. Et on est d'ailleurs dans la ligne de la conviction de beaucoup de diplomates de la Troisième République qui, contredisant l'aspiration de la Révolution française à une transparence absolue, disent qu'il n'y a pas de diplomatie possible sans secret. C'est Jules Cambon, grand personnage de la diplomatie de la Troisième République, qui disait « Pour si peu que l'on ait été responsable des intérêts de son pays à l'étranger, on se rend compte que le jour où il n'y aurait plus de secret dans la négociation, il n'y aurait plus de négociation du tout. » C'est un point très important et j'ai retrouvé des témoignages des diplomates britanniques qui tiennent le même discours que Cambon, à quelques années d'écart. Ceux qui sont partisans de la vieille diplomatie ou de la diplomatie classique sont persuadés, pour n'être pas des agents de renseignement, que la diplomatie des diplomates doit demeurer secrète, ce qui est loin d'être une évidence aujourd'hui, parce que dans les organisations internationales, il existe désormais des critères de transparence, y compris dans les négociations, qui évacuent tout ce qui est forme secrète, forme non publicisée de l'action diplomatique. De nobles convictions, en fait, fréquentent d'éclatantes hypocrisies. C'est tout à fait ça. Je fais l'hypothèse avec ce livre que les services de renseignement joueront dans les années à venir un rôle croissant, je pense d'ailleurs au détriment des services diplomatiques classiques. Eh bien, on verra. Il y a un dernier aspect, évidemment, qui concerne directement ce sujet des secrets d'État, c'est la temporalité de la révélation des archives. Ce sont des questions qui ne sont pas uniquement des questions historiographiques, qui concernent vraiment ce problème de la mémoire et de la durée du secret en démocratie, ce secret que nous avons longuement ce matin évoqué ensemble. Oui, en effet, dans la relation entre le secret et la démocratie, il y a finalement deux enjeux qui posent un problème central. Le premier, c'est celui de la tentation permanente de l'État secret de créer du clandestin, même s'il est provisoire. Et le second enjeu qui me paraît très important, c'est la question de l'information classifiée qui renvoie aux archives. C'est-à-dire que l'information classifiée, qui n'est pas encore historique, l'est nécessairement, mais l'information classifiée, qui est le produit d'un passé souvent assez lointain, qui n'est pas disponible, c'est une vraie entrave, pour le coup, à la capacité qu'ont les citoyens de connaître leur passé, par la mémoire peut-être, mais aussi par l'histoire auquel nous sommes très attachés. Au total, s'il fallait situer les trois pays, les États-Unis sont certainement le plus ouvert du point de vue de l'accès aux archives, la Grande-Bretagne, le pays le moins ouvert et de loin, et la France est dans une situation intermédiaire. Je voulais vous faire dire que ce n'est pas une affaire professionnel d'historien que d'aspirer aux archives, mais que cela concerne citoyennes et citoyens, tous
rassemblés devant cette grande affaire que nous avons traitée aujourd'hui, c'est-à-dire légitimité ou non de l'État secret, de l'État clandestin. Merci beaucoup Sébastien-Yves Laurent. Le livre sur lequel nous avons largement fondé notre conversation s'intitule, il vient de paraître chez Gallimard dans la collection d'Éric Vigne, NRF Essai, État secret, État clandestin, essai sur la transparence démocratique. Et vous avez d'autre part donné il y a quelques années à l'occasion d'une exposition des Archives nationales en 2015. Vous avez dirigé un livre qui s'appelait Le secret de l'État, surveiller, protéger, informer. Et en particulier, entre autres, le dernier chapitre, qui est dû à Jean-Pierre Batte et à Yann Potin, s'appelle Les Archives nationales et l'emprise du secret de l'État. On y trouvera développés certains des propos que vous venez de tenir devant nous. Vous avez fait allusion également à un livre ancien mais essentiel, qui est celui de Georges Simmel, Secret et société secrète, un livre de 1908 qui a été réédité chez Circé en 2000. Pourquoi cet intérêt ? L'ouvrage de Simmel a été pour moi décisif parce que Simmel permet de comprendre que le secret, ce n'est pas seulement une information dont on est privé. Le secret, nous dit Simmel, c'est aussi une technique sociologique, une forme d'existence. Autrement dit, Simmel, qui était philosophe et sociologue, moins connu que son alter ego Max Weber, Simmel nous fait comprendre que le secret a une forme sociale. Et pour moi, Simmel a été décisif dans la construction de cette longue réflexion comparée pour comprendre qu'il y avait des formes sociales dans l'État qui étaient secrètes. Un autre de vos grands auteurs, c'est Jérémy Bentham, naturellement, l'auteur de la réflexion sur le panoptique transparent d'une société par rapport à elle-même, avec des ouvrages importants publiés à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Jérémy Bentham. C'est vraiment l'idéologue utilitariste qui a livré au monde une boîte à outils pour appliquer les techniques de publicité dans l'État, et il est pour moi le père idéologique des mesures qui ont permis la légalisation de l'État secret. Merci beaucoup Sébastien-Yves Laurent. Vous savez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, que vous pourrez trouver d'autres titres sur notre site et les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission et le faire sans aucune